Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dans cet ouvrage, notre but sera de montrer la particularité de la philosophie bantoue, comparée à la philosophie occidentale. Toute leur conception, nous le verrons, repose sur l'idée de force, et en ce qui concerne l'homme de force vitale, notion qui peut être rapprochée de celle de l'être en Occident. Par cette différence ontologique fondamentale, le bantou va considérer l'homme mais aussi le monde d'une façon différente de la nôtre. Cependant, il est possible de trouver certaines similitudes entre ces deux pensées. Des questions peuvent être soulevées. La conception bantoue de l'être humain et sa distinction avec l'animal, est-elle proprement bantoue ou se rapproche-t-elle d'autres philosophies occidentales? Quelles sont les différences et les similitudes? La conception de l'homme chez les bantous, est-elle totalement originale? Prenons quelques exemples pour commencer. Commençons par Aristote. Chez Aristote, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est l'intelligence, l'âme intellective. Les animaux possèdent quelque chose qui se rapprocherait plus de l'instinct. Aristote n'emploie cependant pas ce terme. Il explique que les animaux ont eux aussi l'intelligence, mais une intelligence différente. En effet, seul l'homme est capable de se remémorer quelque chose activement. Il a aussi le langage, l'intellect et il rit. Mais à cause de son intelligence supérieure, l'homme a une tâche supplémentaire, il doit bien vivre. Ici arrive la dimension morale de l'homme. L'homme est aussi un animal politique. Il n'y a qu'une seule chose qui soit propre aux hommes et les sépare des autres animaux. La perception du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et autres notions de ce genre. Et avoir de telles notions en commun, voilà ce qui fait une famille et une cité. La connaissance de ces mœurs, du bien et du mal, incite à agir d'une certaine façon. Cette connaissance, l'homme a pu l'acquérir grâce au langage, au logo, qui est aussi une caractéristique humaine. C'est celui-ci qui rend l'homme capable de réfléchir et de comprendre, bref, il est lié à l'intelligence. Le propre de l'homme est de réfléchir et de comprendre. Sans cela, il n'est pas possible de vivre en tant qu'homme. L'activité propre de l'homme est donc l'activité qu'exerce notre âme selon la réflexion, ou du moins qui ne va pas sans la réflexion. Chez les bantous, la situation est relativement similaire. En ce qui concerne l'intelligence, il s'agit aussi d'une particularité humaine qui distingue l'homme de l'animal. Et cette intelligence vient de la force vitale humaine, le nitou, qui correspond à l'âme intellective chez Aristote. Or, c'est justement de cette âme intellective que naît l'intelligence humaine. Donc, dans les deux cas, nous avons une âme ou une force intellectuelle qui donne à l'homme l'intelligence. Aristote ajoute le langage, caractéristique humaine qui n'est pas abordée par les bantous. Mais il a aussi introduit l'idée de morale comme distinction de l'homme par rapport à l'animal. Cela apparaît aussi chez les bantous. En effet, la volonté permet de choisir le bien ou le mal. Et la volonté est aussi le propre de l'homme. Donc, les animaux n'ont pas de morale. La différence entre l'homme et l'animal chez les bantous et chez Aristote est donc fort semblable. L'intelligence et la morale font la distinction entre les deux vivants. Leur philosophie est donc relativement proche, cependant, rappelons-le, elle est fondamentalement différente à cause de la base ontologique des bantous qui sous-tend toute leur philosophie, ce qui n'est nullement similaire à Aristote. Chez Descartes, l'animal est une machine, un automate, ou du moins rien ne prouve le contraire. À la différence de l'homme, il n'a ni la passion, ni le désir, ni la pensée. L'homme possède donc en plus la pensée. Le fait que les animaux soient en mouvement, ne demande pas qu'ils possèdent la pensée. Seul l'homme a la pensée et le mouvement. Le propre de l'homme est donc de penser, c'est le cogito. S'il a un corps, l'homme a aussi une âme qui persiste dans la mort. De plus, pour Descartes, les perceptions étant un acte de la pensée, cela signifie que les animaux ne ressentent rien. Leurs réactions sont purement mécaniques. De nouveau, c'est l'intelligence, que l'on assimile ici à la pensée, qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Cependant, la conception cartésienne est fort différente de celle des bantous. Premièrement, si on associe âme et force, on constate directement un problème. En effet, chez les bantous, les animaux ont eux aussi une force vitale. Mais à la différence de l'homme, il leur manque le nitou qui donne l'intelligence et qui est immortel. De plus,
on ne peut pas considérer les vivants comme des simples machines chez les Bantous. Le plus important est la force qu'ils sont, et non pas l'enveloppe qui les protège. Et si les animaux réagissent d'une certaine façon, c'est grâce à leur mémoire. La mémoire est considérée comme un sens interne par les Bantous, elle ne relève pas de l'intelligence, et non pas par simple réflexe physique. Ils ont aussi des sens externes, des perceptions qui influent directement sur leur force. Donc, bien que l'intelligence ou la pensée fassent dans les deux cas la différence entre l'homme et l'animal, les deux philosophies sont totalement différentes. Montaigne, quant à lui, va commencer à penser cette distinction homme-animal de manière différente. Il va faire cela en deux temps. Premièrement, il veut montrer que les différences qui existent entre l'homme et l'animal sont minimes. Il démontre que tout ce qu'on pensait être le propre de l'homme est commun à l'animal. C'est en ce sens qu'il va parler de confusion des genres. Dans un deuxième temps, Montaigne explique que ce qui était considéré comme un avantage chez l'homme, par exemple l'intelligence, doit être considéré comme une faiblesse. Par exemple, les animaux avec leur instinct vont directement aller manger la bonne plante, alors que l'homme, avec l'intelligence, va chercher, réfléchir et peut-être se tromper. On voit donc une inversion chez Montaigne puisqu'il place l'intelligence en dessous de l'instinct. Le problème avec son argumentation en deux temps, c'est qu'il semble se contredire. En effet, il dit d'abord que l'homme et l'animal sont égaux, donc possèdent tous les deux l'intelligence, et ensuite il dit que les avantages de l'homme, donc ce qu'il a en plus, sont en fait des inconvénients, ce qui sous-entend que l'animal n'a pas l'intelligence. Il dit donc à la fois que l'animal est intelligent, et qu'il ne l'est pas. Mais dans les deux cas, on peut dire qu'il met hors jeu l'échelle des êtres traditionnels, telle qu'on la retrouve chez Aristote, et que cette échelle ne montre plus les facultés qui différencient les êtres, mais plutôt les commodités qu'apportent ces facultés. En ce sens, on peut dire qu'il ne définit plus les êtres à partir de leur essence, mais à partir des accidents. Montaigne conclut en disant : il se trouve plus de différences de tel homme à tel homme que de tel animal à tel homme. On se rend vite compte que la conception de l'homme de Montaigne est assez différente de celle des Bantous, puisqu'il renverse l'échelle des êtres telle qu'on l'a trouvée chez les Bantous. Soit il place l'homme et l'animal au même niveau, soit il décrit l'animal comme supérieur à l'homme. Or, cela est impossible pour un Bantou puisque l'homme aura toujours une caractéristique qui manquera à l'animal, le nitou. Même si l'animal a une certaine intelligence, assimilée à la mémoire, à l'instinct, cette intelligence est minimale comparée à celle de l'homme. Et qui plus est, le nitou, la force vitale humaine, ne cesse pas d'exister quand la mort survient, ce qui n'est pas le cas de l'animal. Donc, l'homme est fondamentalement différent de l'animal et lui est supérieur. Cette intelligence que possède l'homme n'est nullement vue comme une faiblesse, mais réellement comme une force. Ainsi, Montaigne se différencie clairement des Bantous par son renversement de l'échelle des êtres, en plaçant l'homme et l'animal sur un plan d'égalité ou même en situant l'animal au-dessus de l'homme, alors que c'est l'inverse chez les Bantous. La conception darwinienne de l'homme est, comme nous le savons, évolutionniste. Darwin considère que toutes les espèces sont issues de l'évolution, y compris l'espèce humaine. L'homme est ainsi conçu comme le fruit de l'évolution. Il n'est en ce sens pas très différent des animaux, et il en fait partie. Mais son cerveau s'est plus développé que celui de l'animal. D'un point de vue de la structure, il n'y a pas de tellement grande différence entre l'homme et l'animal. La distinction se fait au niveau de l'esprit. On parle souvent du merveilleux événement, qu'est l'apparition de l'homme pensant. L'apparition des insectes, dotés d'autres sens, est bien plus merveilleuse, et leur esprit est probablement encore plus différent des autres, et l'introduction de l'homme n'est rien comparé au premier être pensant dont il est bien difficile de tracer les limites. La différence n'est pas si grande qu'entre un insecte parfait et des normes difficiles à déterminer, articulés ou intestinaux, voire acariens. Une abeille avec ses instincts merveilleux, comparée à des acariens de fromage. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a un grand écart entre l'homme et les animaux les plus proches, du point de vue de l'esprit plus que des structures. La différence d'intelligence entre l'homme et les animaux n'est pas aussi grande qu'entre les choses vivantes sans pensée, les plantes, et les choses vivantes qui pensent, les animaux. La différence entre l'homme et l'animal n'est finalement qu'une différence de degré, et non pas une différence de qualité puisqu'on retrouve chez l'animal beaucoup des caractéristiques humaines, qu'elles soient d'ordre corporel ou de connaissance.
L'homme appartient au monde animal. Si l'on compare la conception darwinienne de l'homme à celle des Bantous, on se rend compte qu'elles ne sont pas incompatibles. L'homme fait partie du règne animal. Chez les Bantous aussi, puisque l'homme appartient, tout comme l'animal, à la catégorie des vivants. Ils font partie d'un même ensemble, l'ensemble des vivants, lui-même inscrit dans l'ensemble de l'univers des forces. Et l'animal possède, lui aussi, une certaine capacité intellective. Cependant, il y a quand même chez l'homme une particularité que les animaux n'ont pas, le nid-tout. Et ce n'est pas là une simple différence de degré, leur essence est par là même fondamentalement différente. On a pu voir à travers cette comparaison avec quelques philosophes que la conception de l'homme par les Bantous, particulière par sa philosophie des forces, n'est pas en totalement différente de la philosophie occidentale. Certaines choses se retrouvent aussi bien en Afrique qu'en Occident. Généralement, ce qui permet de distinguer l'homme de l'animal est l'intelligence ou la pensée. Ce qui est aussi le cas chez Montaigne, même s'il renverse par cela la hiérarchie des êtres telle qu'on la conçoit généralement. L'objectif de ce travail est de montrer l'importance de la force vitale dans la philosophie bantoue. Afin d'y arriver, nous allons devoir traverser et découvrir l'ensemble de cette philosophie. Mais avant toute chose, pour parer à d'éventuelles objections, nous devrons prouver qu'il existe une philosophie africaine et donc bantoue. Cela sera le but de la première partie de ce mémoire intitulé « La philosophie bantoue, une ontologie particulière ». Dans un deuxième temps, toujours dans cette partie, nous développerons les bases de l'ontologie bantoue. En effet, l'être étant une force chez les Bantous, nous serons obligés de passer par une explication de leur ontologie pour aborder le concept de force vitale. Cette première partie est donc à comprendre comme une introduction permettant à la fois de justifier la valeur de ce travail, mais aussi de comprendre les bases de la philosophie africaine pour éviter une mécompréhension de la suite. Dans la première partie, nous aurons donc à prouver l'existence d'une philosophie africaine. Pour cela, nous allons faire référence à certaines définitions de la philosophie, en trouver les caractéristiques et les appliquer à la philosophie africaine. Nous serons ensuite amenés à parler d'ethnophilosophie car il s'avérera que, souvent, les auteurs sont considérés comme des ethnophilosophes. Qu'est-ce que l'ethnophilosophie ? Est-elle philosophie ? Quelles sont les critiques qui sont avancées ? Comment les contrer ? Pour répondre à ces questions, nous nous pencherons sur les écrits de Towa, Untonji et Ibusi Bulaga et nous en ferons une lecture critique. Nous serons alors obligés de constater que leurs critiques visent la méthode et les auteurs de l'ethnophilosophie, plus que le contenu proprement philosophique qui est dégagé de cette discipline. Après avoir démontré que la philosophie africaine existait bel et bien, nous nous attaquerons à l'explication de l'ontologie bantoue. Le concept de force vitale y est central. La force est l'être chez les Bantous, c'est l'essence des choses, et ces essences sont liées les unes aux autres, elles forment un tout, une unité. Cette liaison a pour conséquence un accroissement et une diminution d'une force par l'action d'une autre. Les forces sont donc changeantes et actives. Et toutes se rapportent à la force vitale, sont là pour elles. Nous remarquerons aussi la différence d'approche de Placide Temples et d'Alexis Kagame. Le premier fait partie du courant ethnophilosophique, et le second de la linguistique. L'approche de Kagame nous mènera à une comparaison avec les catégories aristotéliciennes de l'être, et nous mettrons en évidence les similitudes et les différences. La deuxième partie a pour but de dévoiler les relations entre les différentes forces existantes, afin de montrer le caractère central de la force vitale. Pour cela, il nous faudra décrire chaque force du système selon la hiérarchie des forces. Dieu, les premiers pères des hommes, les ancêtres, les défunts, les hommes, les animaux, les végétaux et les minéraux. Ensuite, nous devrons nous pencher sur les relations qu'entretient chacune de ces forces entre elles. Et nous constaterons qu'au centre de ces interactions, il y a la force vitale de l'homme, et celle-ci est toujours en relation avec les autres forces de l'univers. Cette deuxième partie se fera donc en deux temps. Premièrement, nous examinerons chaque force de l'univers selon sa place dans la hiérarchie des forces telle qu'elle est pensée par les Bantous. Nous constaterons que Dieu domine toute la création. Il est créateur et géniteur du monde, mais demeure hors de celui-ci. Il a placé l'homme au centre et a créé le reste de l'univers à partir de lui.
les forces inférieures sont là pour lui. Les premiers à avoir reçu la force vitale de Dieu sont les ancêtres ou les fondateurs de clans. Ils vont eux-mêmes la transmettre à leur descendance. Celle-ci se compose de vivants et de morts, les défunts. Les hommes vivants sont composés de 3 principes vitaux, ou forces vitales, différents. C'est ce qui fait leur force particulière et puissante. Les animaux n'ont que 2 de ces principes et les plantes n'en ont qu'un, ce qui les situe à la limite de la vie. Deuxièmement, nous expliquerons les relations qu'entretiennent entre elles les différentes forces de l'univers. Tout est relation de parenté. Il s'agit toujours de transmission de force vitale et de renforcement. Les défunts ont une relation particulière avec leur descendance. Celle-ci leur permet de rester en contact avec le monde sensible qui est le plus important aux yeux des Bantous. Tout se tourne toujours vers la vie terrestre. Les hommes ont aussi des relations entre eux, ils sont liés entre eux. La force du clan dépend de la force vitale de chaque homme. Il faut donc veiller à ce que chacun respecte la force de l'autre. On en arrivera ainsi à la morale bantoue, qui a pour but d'empêcher les hommes de diminuer la force des autres, de préserver la puissance de la communauté des vivants et des morts. La dernière partie a pour but d'expliquer plus précisément ce qu'est l'homme, force vitale particulière, dans la philosophie bantoue, et ce, en caractérisant l'homme par rapport à l'animal, en analysant sa place dans l'univers, en précisant ce que sont un individu et une personne chez les Bantous, et finalement, en définissant la vie ou force vitale. Cela nous mènera à nouveau à considérer le caractère central de la force vitale. Nous commencerons donc par montrer que ce qui caractérise l'homme, c'est son intelligence et sa volonté. Ces 2 particularités lui viennent de son principe vital humain. Ces 2 capacités vont lui permettre d'exploiter les forces de la nature pour se renforcer, mais aussi lui donner le choix entre de bonnes actions, qui augmentent la force vitale, et de mauvaises actions, qui diminuent la force vitale. Ensuite, nous constaterons que la force vitale est toujours en relation avec les autres forces. Elle n'est jamais seule. De plus, l'homme fait partie d'une communauté avec laquelle il entretient des liens étroits. Tout cela pose la question de l'individu et de la personne chez les Bantous. Qu'est-ce qui distingue l'individu du groupe? Qu'est-ce qui fait la personne? Pour y répondre, nous analyserons à nouveau les rapports de l'homme et de la nature, et nous déterminerons ce qui fait la personne, son nom, son corps, apparence sensible, sa connaissance et ses relations. En nous penchant sur la notion de vie, nous verrons que la force vitale humaine est ce qui permet de faire le lien entre le monde visible et le monde invisible, par l'intermédiaire du monde vivant. Cela confirme à nouveau l'importance de la force vitale. Au final, nous espérons avoir démontré au lecteur l'importance de la force vitale dans la philosophie bantoue, avoir montré qu'elle est centrale et que rien ne peut se comprendre sans elle. Tout est lié à elle, que ce soit l'homme, l'univers, Dieu, la morale, les différents vivants. Si on l'enlève du système bantoue, plus rien n'a de sens. Cela explique aussi le caractère anthropocentrique de la philosophie bantoue. Première partie, la philosophie bantoue, une ontologie particulière. Introduction. Peut-on parler d'une philosophie bantoue? L'ethnophilosophie est-elle philosophie? Critique de Towa, Untonji et Ibusi Bulaga. L'ontologie bantoue selon Temples et les Templesiens. L'approche linguistique d'Alexis Kagame, et comparaison avec Aristote. L'être et la vie, 2 concepts liés. Conclusion. Première partie, la philosophie bantoue, une ontologie particulière. Introduction. Ce premier chapitre se divise en 2 grandes parties. La première a pour but de montrer qu'il existe bel et bien une philosophie africaine et donc bantoue. La question doit être posée dans le cadre d'un travail en philosophie africaine, car une telle discipline est encore souvent controversée. Nous avancerons ainsi plusieurs définitions et aspects de la philosophie, et étudierons la possibilité que ces caractéristiques soient applicables à la philosophie africaine, et plus particulièrement à la philosophie bantoue. Le premier à ouvrir le débat est Placide Temples, en intitulant son ouvrage « La philosophie bantoue », et en associant ainsi l'Afrique à la philosophie, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Nous ferons en conséquence référence à ses écrits tout au long du travail. Différentes critiques lui seront adressées.
Cela nous amènera à nous pencher sur la notion d'ethnophilosophie car bien souvent, c'est en effet ce terme qui est préféré à celui de philosophie lorsqu'on parle de l'Afrique. L'ethnophilosophie est-elle une philosophie ? Nous devrons le démontrer et nous attaquer aux critiques de cette discipline que sont, entre autres, Paulin Untonji et Fabien Iboussi-Boulaga. Nous ferons une lecture critique de leurs ouvrages afin d'en faire ressortir les principaux arguments et pouvoir mieux les contrer si nécessaire. Nous constaterons d'ailleurs que les critiques qu'ils ont émises ne visent jamais le contenu mais plutôt les auteurs, souvent occidentaux et non-africains, et la manière de faire. Il sera donc important de préciser le contexte de rédaction de ces différents ouvrages. La colonisation et les années qui suivent l'indépendance des différents pays africains. La seconde partie de ce chapitre sera consacrée à l'ontologie bantoue. En effet, ce travail portant sur la force vitale comme concept central de la philosophie bantoue, et étant donné que la force est l'être, il est nécessaire d'approfondir ce point pour une meilleure compréhension de la suite. La force et l'être chez les bantous, c'est l'essence de la chose. Et toutes les essences sont liées les unes aux autres, ce ne sont pas des substances distinctes. Par cette liaison, les forces vont pouvoir s'accroître ou à l'inverse, diminuer par l'action néfaste d'une autre force. Les forces sont donc des forces actives et changeantes. On parle d'une dynamique des forces. Les changements qui s'effectuent en elles engendrent réellement une modification de l'être. Il n'est plus le même. Tout cela, c'est ce à quoi arrive Placide Tempels dans sa philosophie bantoue. Mais il n'est pas le seul à aboutir à ces conclusions. Tous les philosophes bantous établissent le système bantou de la sorte. L'approche de Tempels est celle des ethnophilosophes. Elle se distingue ainsi de celle d'Alexis Kagame qui est linguistique. Cependant, leurs conclusions sont les mêmes. Kagame donne quelques précisions. Il distingue différentes classes de l'être, le muntu, le kuntu, le hantu et le kintu. Il va les comparer aux catégories de l'être d'Aristote. On verra qu'il y a pourtant des différences importantes entre les deux. Les différentes catégories de l'être sont liées les unes aux autres, comme toute force. Elles forment un tout. Finalement, nous terminerons cette partie en expliquant comment l'être, force et la vie sont intimement liés chez les bantous, d'où le concept de force vitale. 1. Peut-on parler d'une philosophie bantoue ? Existe-t-il une philosophie africaine, bantoue ? Il s'agit là d'une question récurrente, d'une critique couramment avancée pour juger les auteurs et philosophes se penchant sur ce sujet souvent controversé qu'est la philosophie africaine. La philosophie africaine devient de plus en plus une explication pour justifier la rationalité philosophique africaine. Le philosophe camerounais, Marcien Towa, va en ce sens lorsqu'il affirme dans son essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, que le débat sur la philosophie africaine a jusqu'ici tourné autour de sa propre existence et possibilité d'aptitude des cultures africaines et des Africains au mode de pensée philosophique. La cause Monu M. Ouodi, la philosophie et l'africanité, critique d'un intellectualisme fermé, op.cite. De cela provient de moments de notre histoire où les Occidentaux avaient des doutes quant à l'existence d'une rationalité africaine. La remarque que fait Monu W. Ouodi à ce propos est intéressante. Ainsi, pour saisir cette révélation philosophique, il faudrait étudier chaque partie de la culture africaine, non pas pour comprendre l'universel qui se dévoile en elle, mais pour chercher comment la justifier aux yeux du monde qui la dénie. Ce qui signifie que la philosophie est l'universel saisi par le philosophe tel qu'il se montre au quotidien, elle est la compréhension personnelle et individuelle de cet universel. Le savoir philosophique est caché dans la culture, et c'est la culture qui le dévoile à l'individu. Il semble donc important, lors de la rédaction d'un mémoire sur ce sujet, d'expliquer cette controverse et de prouver l'existence d'une philosophie africaine sur base d'arguments originaux ou avancés par d'autres auteurs. 1.1. Un débat ouvert par Placide Tempels. Le débat au sujet de l'existence d'une philosophie africaine fut lancé par Placide Tempels et sa philosophie bantoue, ouvrage de référence pour tous ceux tentant de s'approcher ou de s'approprier les concepts de la philosophie africaine, mais aussi pour ceux qui ne croient pas en l'existence d'une telle philosophie. Le livre de Tempels va, pour la première fois, occasionner un véritable intérêt pour la philosophie africaine. C'est le premier pas d'une longue course s'ouvrant vers de nouveaux horizons philosophiques.
Pourquoi l'œuvre de Temples a-t-elle suscité un tel élan? Parce que ce livre est une prolongation du monde intellectuel occidental de Temples. Et son titre pose problème. En effet, en intitulant son livre Philosophie bantoue, il pose l'existence d'une philosophie africaine et donc bantoue. Ce faisant, il veut montrer à l'Europe que les Africains sont des êtres rationnels, ce qui à l'époque était loin de faire l'unanimité. Temples fait une étude systématique de la manière dont les Bantous voient le monde, comment ils l'organisent à partir de leur vision de l'être comme force. Pour comprendre cela, il faut partir de la force vitale qui est la clé de la philosophie bantoue. Les comportements et les attitudes des Bantous ainsi que leur compréhension de la vie sont basés sur l'idée de cette force vitale. Le concept de vie lui étant directement lié est fondamental. Tout n'est que rapport à la vie, son renforcement, sa diminution. Il est vrai que l'on a longtemps parlé de pensée africaine et non pas de philosophie, comme nous le dit Michel Buassa Mbadou dans son entretien avec le père Agi Smet. Il cite d'ailleurs les notes d'histoire de ce dernier. Même si ce qu'on appelle philosophie bantoue ou philosophie africaine ne serait pas de la philosophie au sens strict, mais plutôt une forme de pensée comme toute philosophie est d'ailleurs une forme de pensée. Finalement, quelle est la différence entre la pensée et la philosophie? Peuvent-elles se confondre? À laquelle de ces deux notions doit-on attacher le bantouisme? La pensée en son sens premier concerne tout ce qui a lieu dans l'esprit, toutes les opérations de celui-ci. C'est aussi un acte d'intelligence, pensée discursive, et un acte de saisie de l'intelligible, pensée intuitive. C'est la tendance à unifier les intuitions qui s'offrent à nous. La philosophie, quant à elle, est un travail critique de la pensée sur elle-même. Elle cherche la vérité. La philosophie Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.